We're still in the situation where vaping is competing with smoking. People believe that smoking will disappear. I don't believe that. Le problème de la nicotine n'en est pas un. Caffeine, is that not an addiction? Mais qu'est-ce que ça peut faire d'utiliser de la nicotine toute sa vie? Plus on taxe la cigarette et plus la consommation diminue. Ceux qui sont fumeurs, ça les met dans la merde. Ce n'est pas le tabac en lui-même qui tue. Donc on se trompe de combat prioritaire. People don't understand how nicotine works. That's a huge problem. It's a completely unethical policy. Interdisons tous les arômes sauf l'arôme tabac. 30 to 35% of vapors would go back to smoking. It would be a public health disaster. And that's exactly the mindset that is wrong in the European Union. Il y a un an, nous nous demandions pourquoi, au sein de l'Union européenne, la Suède était le seul pays avec une aussi faible prévalence tabagique. Environ 10 millions d'habitants et seulement 5% de fumeurs, notamment grâce au snus, ces petits sachets nicotinés plébiscités par tous nos interlocuteurs. Mais faire le constat d'une victoire est plus facile que de faire un constat d'échec. La Suède est vraiment un cas à part. Si on prend un peu de recul et qu'on observe les chiffres en Europe, c'est la douche froide. Selon les autorités, 22% de la population fume. On comptabilise chaque année 700 000 décès liés au tabagisme. Une véritable catastrophe sanitaire et toujours le même constat. Fumer tue. En Europe, tous les pays ne sont pas égaux face au tabagisme. À l'opposé de la Suède, le plus mauvais élève est de loin la Grèce, dont 42% de la population fume. L'Union européenne a pris des mesures contre ce fléau, mais se donne-t-elle vraiment les moyens de lutter efficacement contre le tabagisme ? Pour répondre à cette question, nous avons recueilli les témoignages de nombreux professionnels de santé, en France mais pas uniquement. Malgré le Brexit, l'Angleterre est souvent citée comme exemple pour sa politique anti-tabac et moins de 15% de sa population fumait en 2023. Du coup, nous nous sommes également rendus à Londres à la rencontre de deux personnalités très importantes dans le monde de la réduction des risques qui ont dédié une grande partie de leur carrière à lutter contre le tabagisme. Dans un monde idéal, plus personne ne meurt du tabac. En Europe, les produits du tabac sont régulés par la directive des produits du tabac, Tobacco Product Directive, aussi appelée TPD. Avertissement de santé obligatoire sur les paquets, interdiction d'ajouter des saveurs dans le tabac, interdiction de faire de la publicité en faveur du tabac et de multiples autres mesures qui permettraient peu à peu de changer les habitudes des fumeurs afin d'atteindre l'objectif que l'Union européenne s'est fixé, soit une génération sans tabac en 2040. Bien entendu, cette directive n'est pas figée, elle évolue depuis des années. En 2016, par exemple, l'Union européenne a intégré les produits du vapotage dans la TPD pour réguler notamment le taux de nicotine, la contenance des flacons et la composition des e-liquides. Elle interdit aussi toute forme de communication positive autour de la vape. L'Europe n'est plus en guerre contre le tabac, mais bien contre la nicotine. Alors théoriquement, éradiquer la consommation de nicotine sous quelque forme que ce soit semble régler le problème du tabagisme à la racine. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? I think there is a false belief that smoking, if you draw the trends in smoking will somehow eventually disappear, and that we are on track for those trend lines to cross the axis and smoking will somehow be gone by 2030, 2040, something like that. Now, I don't believe that. And I don't believe you can uninvent the demand for nicotine or regulate it away. I think humans have been using nicotine for about 4,000 years. Are we suddenly going to stop using nicotine? No, I don't see that ever happening. Oui, et surtout que le problème de la nicotine n'en est pas un. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir dans l'addiction à la nicotine un très grand problème de santé publique. Ça n'est pas le cas. Je ne connais pas de collègues qui luttent contre l'addiction à la caféine ou à la théine. There's lots of things that we do in this world that are addictive, right? I can guarantee there's lots of people that can't wake up in the morning and the first thing they do is consume caffeine. Is that not an addiction? No, you could call that addiction, or you could say that actually people find nicotine pleasurable, they find it helps them in certain ways with concentration, with stress, anxiety, or it helps them in a sort of self-medicating kind of way. Whether we like it or not, people like nicotine. So they want to continue nicotine, and their willingness to switch the product that they're using from let's say, from smoking to vaping or from smoking to pouches is much greater than their willingness to give up nicotine altogether. Et ça, on le sait aujourd'hui par
cette expérience grandeur nature qui est celle de la Suède. La Suède qui a une consommation de nicotine à peu près équivalente à celle des Français d'aujourd'hui, voire supérieure par les snus, mais une très faible consommation de tabac, depuis maintenant plusieurs décennies, eh bien, enregistre les plus bas taux de cancer du poumon, de cancer ORL, de tout l'OCDE. That's the focus of tobacco harm reduction, changing the way people use nicotine into a much safer way rather than sort of trying to get them to stop using nicotine. Il vaut beaucoup mieux une addiction à la nicotine sous forme de cigarette électronique ou de tout dispositif d'ailleurs sans combustion plutôt qu'un retour à la cigarette qui serait la vraie catastrophe sanitaire. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire ? Enfin, franchement, mais qu'est-ce que ça peut faire de utiliser de la nicotine toute sa vie ? C'est stimulant, ça permet de pas fumer, ça permet de pas reprendre après, et il n'y a pas de danger sur la santé. What's important to understand that nicotine as a substance itself is rather benign. It doesn't kill people, it doesn't cause major health problems, but it is a stimulant and it is addictive. So, you know, a lot of the studies that you see where they talk about that it elevates your heart rate, that it has effects over your arteries and your veins and things like that, that's quite normal for any stimulant. But what they don't do is they don't compare those results, for instance, to what happens when your body is exercising, what happens when your body is consuming caffeine, which is another stimulant. And the results are very, very similar. I think it's much better to work on the principle that people will use this relatively benign recreational drug nicotine, and that the challenge for public health is not to hector them or bully them into not using it, because that doesn't work, but to find much safer ways of using it so they don't fall down dead with cancer or live in misery with COPD or, you know, have cardiovascular disease. That, to me, is the challenge. I think with all of the negative media press that vaping's had over the last couple of years specifically, we've seen that misconception of the harms of nicotine in the general public get worse and worse year on year. There's many people out there that think that vaping, for instance, is just as bad or even worse than smoking, which is absolutely not the case. And I think that's what the general public don't understand as well, is the nicotine in Gunman patches is the exact same nicotine that is in an e-cigarette that's in a pouch. We don't make up different types of nicotine. Quand on entend les choses sur la nicotine ou même sur le tabac, est-ce que vous imaginez un seul instant que le monde, quelle que soit sa complexité et parfois ses intérêts financiers, ait autorisé les patchs de nicotine chez la femme enceinte si c'était la nicotine qui tuait? Donc on se trompe de combat prioritaire. There's a generation that has been brought up to demonize nicotine. I remember back in my day there was the cartoon characters called Nicotine. So a lot of people, especially at my age, remember that. Come on, kids. If you want to grow up fast, take one of these. One puff and they'll soon be in my grasp. I think what's getting lost here is the fact that what kills people is the combustion of analog cigarettes. It's all of those carcinogenic substances that are being ingested through combustion rather than the effects of nicotine. And I think that's where the confusion comes for people who don't smoke and don't vape, who really don't understand how nicotine works. So that's a huge problem. Le message principal qu'on pourrait donner à toutes et tous, c'est ce n'est pas le tabac en lui-même qui tue, mais la combustion. Not so fast, nicotine. If you want to go up fast, take one of these. With my X-ray vision, I can see the harm cigarettes do inside people's bodies. That's why I never say yes to a cigarette. Difficile quand on parle de vape d'éviter le sujet de la jeunesse. En 2022, la vape a quasiment remplacé la cigarette devant les collèges et les lycées.
La puff s'est substituée à la cigarette au centre du viseur de la polémique. Et les puffs sont effectivement quelque chose de très... C'est une porte d'entrée vers le tabagisme, mais c'est pas une porte de sortie, très clairement. Et cette porte d'entrée vers le tabac, elle se fait chez les jeunes, et chez des jeunes qui au préalable n'ont jamais fumé et n'ont jamais été en contact avec la nicotine. Ils commencent avec une cigarette électronique, d'ailleurs pas seulement puff, ils commencent avec une cigarette électronique, et ensuite, on le sait très bien, ils passent au tabac, et ça a déjà été montré à différentes reprises. Certains redoutent de voir se créer une nouvelle génération d'accros à la nicotine, condamnés à devenir fumeurs par le biais d'un effet passerelle. L'industrie du tabac aurait-elle un nouveau cheval de Troie pour créer de nouveaux fumeurs? Nicotine est-il de retour? People are not making the link between smoking and vaping in the way that they should. These products are substitutes. Now, first of all, let me be very, very clear that young people who don't smoke shouldn't be vaping. The reality of the world is that they will, whether that's to rebel, whether that's to, just to do things that they're not supposed to do. They're always going to do that. They do it with drugs, with cannabis, with smoking, with vaping, with alcohol, for instance. La notion de plaisir n'apparaît jamais dans la lutte contre le tabac et tout ça, donc les jeunes ont du plaisir Les jeunes, de toute façon, il faut qu'ils essayent tout. Encore une fois, moi, l'addiction à la nicotine, si les jeunes n'ont que ce type d'addiction, franchement, c'est pas le problème de santé publique numéro 1. Les dernières enquêtes escapades de l'OFDT montrent que le tabagisme des jeunes diminue très fortement. Tous les ans, il diminue. Et que, du coup, ils vapent. Donc on peut quand même se dire qu'ils fument moins parce qu'ils vapent. Yeah, I mean, the way to think of this is there's a certain amount of susceptibility to using nicotine, and the introduction of vaping means that those who are susceptible to using nicotine are more likely to vape and less likely to smoke. Now, the question is, did the vaping cause the smoking? And that is a much more disputable proposition. There are two theories. One is that they vaped, they acquired a taste for nicotine, and then they smoked. Okay. Much more likely, characteristics that are common to the individual or their environment cause both vaping and smoking. Okay. So it's a confounding effect. And that effect is known as common liability or shared risk factors. So the people who misunderstand the gateway effect are getting this all the wrong way round. Que la vape soit un mode d'entrée dans le tabagisme, ça n'a pas du tout été prouvé. Parce que dans toutes ces études, toutes les enquêtes qu'on voit, la mesure, enfin c'est je vape ou je vape pas. Mais j'ai vapé une fois, je suis considéré comme vapoteur. Alors évidemment. What we've seen in the UK primarily is a huge uptake in trial of e-cigarettes, but not a massive uptake in everyday use, for instance. Also, many of the young people that we're seeing that are vaping were previously smoking as well. Quand on est adolescent, on va goûter. Et ça ne veut pas dire qu'on va devenir utilisateur de la vape quotidien et qu'on va devenir fumeur derrière. C'est-à-dire que c'est une espèce de photo instantanée qui présage pas de l'avenir. On ne sait pas comment ça a évolué. Et en tout cas, l'effet passerelle, il n'est absolument pas prouvé. Et moi, quand on a commencé, il y a quelques années, à avoir ce discours, oui, vous vous rendez compte, ils vapent tôt. S'ils vapent à 15 ans, ça veut dire qu'ils n'ont pas commencé par une clope. If there was a genuine gateway effect, you'd be seeing people vaping and then a lot more smoking once they emerged on the other side of the gateway. But that's absolutely not what we see. What we see is a accelerating downward trend in smoking. And that suggests that the main explanation is this common liability thing, that people who would have smoked anyway are switching to vaping, even after a possible bit of experimentation with both. Le 18 octobre 2023, le professeur Dotzenberg et 5 autres experts français ont publié une étude détaillée réfutant 23 publications sur l'effet passerelle. Publications elles-mêmes largement reprises par l'OMS, dont l'influence sur les politiques mondiales de santé n'est plus approuvée. Cette dernière considère dans son rapport de 2023 que la vape est une nouvelle menace de santé publique à abattre. So what we have with youth vaping, in reality, is a beneficial pattern amongst those who've been diverted from smoking, and a relatively trivial or inconsequential pattern amongst those who are more frivolous or experimental users. Neither of those things should generate a moral panic.
that is sufficient to cause you to deny adult smokers the benefits of vaping in order to stop, because it's the adult current smoker population that is at by far the greatest risk. For them, the risks of cancer, respiratory disease, cardiovascular disease are much more serious and much more imminent than anyone who's messing around with a vape at age 16. Pour moi, le problème de la vape chez les jeunes n'en est pas un. En tout cas, en termes sanitaires et de santé publique, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas de problème particulier. C'est bien l'épidémie de vape chez les jeunes. c'est mieux qu'une épidémie de tabagisme. Hein. Now, some people say, well, that's a bad thing because, it's not a harm reduction thing if they're just taking up vaping or taking up snus. But the question is what they would have done in the absence of vaping. And what they would have done in the absence of vaping is smoking. And there's no reason why you should do something dangerous first before doing something much safer in order to count it as harm reduction. Il n'y a pas d'effet passerelle, et pourtant, avec ses emballages colorés, ses noms évocateurs et ses saveurs variées, la vape est jugée trop séduisante pour la jeunesse. Coupable tout désigné, les arômes. Certains pays européens comme la Grèce ou la Roumanie ont déjà voté leur interdiction. Ailleurs, d'autres gouvernements se posent sérieusement la question d'interdire les saveurs des cigarettes électroniques, à l'exception du goût tabac. Mais quelles sont les conséquences d'une telle mesure? Everything associated with a flavor ban makes things worse. We actually have really good evidence now from the United States that when flavor bans were implemented, smoking rates went up. Studies that have been done and surveys that have been done, not only in this country but in Europe as well, have talked about if flavors, for instance, were to be restricted or banned, that vapors would potentially go back to smoking. And we've seen very similar numbers all over Europe. In the region of 30 to 35% of vapors would say they would probably go back to smoking. If that was to happen in the UK, that's 1.5 million people that would go back to smoking instead of going away from it. It would be a public health disaster. Le goût tabac, c'est l'idée qu'ils ont, va moins attirer les jeunes. Alors que les trucs super jolis, fraises, tagada, machin, plein de soins, ça va donner envie aux jeunes, avec le packaging, etc. Et que ça les fasse rentrer dans la vape. Mais s'il n'y a plus de fruits, c'est pas grave, ils vont prendre le tabac. They also don't want or don't like the idea of a tobacco harm reduction product being enjoyable to use by consumers. They have a real hard time understanding that. But that's the main reason that vape has worked. Ce côté aussi ludique de la vape, ce côté goût agréable, ce côté c'est autre chose, ça fonctionne chez des gens qui n'auraient pas, pour qui patch et gomme ça les emmerde. It helps them in that transition, because why would a smoker, when their sense of taste comes back, when their sense of smell comes back when they make the transition, because they're not having all of the tar and toxins, tobacco tastes rather horrible to many of these people. So why would you want to only give them a product that constantly reminds them that they were a smoker? Pour lutter contre le tabagisme, interdisons tous les arômes sauf l'arôme tabac. That's like trying to give an alcoholic, right, a soft drink that tastes like beer. Voulez vous écarter du tabac, on va vous proposer un parfum tabac. Surtout pas un truc qui vous donne plus de plaisir et vous fasse oublier éventuellement le tabac. This argument just drives me insane because it doesn't make logical sense and they just don't want to understand why this product is successful. I do think there are some things to do. I think if you want to address flavors, you can address flavor descriptors. Okay, so the silly flavor descriptors like unicorn vomit or things that are deliberately targeted at frivolity. If you just have a sedate packaging that says mango, I don't think anybody's going to say, well, that's obviously targeted at children. I think a lot of childish branding actually isn't targeted at children. It's actually just, retro and nostalgia and frivolous playing. I mean, adults like chocolate, adults like cartoons. It's not as simple as one would think. I go to a sweet shop, I eat chocolate, I eat Haribo sweets that are primarily designed for children, so they tell me. But I like these things, but I know they're not good for me.
My doctor tells me all the time that they're not good for me, but I'm an adult and I make adult choices. Flavour bans will have three effects in Europe. First of all, it will make vaping less attractive and people will either continue to smoke, not switch, relapse, or not be diverted from smoking to vaping in the first place. Secondly, we will see illicit trade in flavoured products that people want. Of course we will, that's obvious. And then thirdly, we'll see risky workarounds. So people will be making their own flavours, either for themselves or their immediate community. It's a terrible thing to do, to essentially push down the manufacturing of products that people want into an informal economy made up of opportunistic enthusiasts who will just mix up whatever they can, try it and see what happens. That's how the EVALI problem in the United States happened with, cannabis vapes. En ce qui concerne la vape, il faut essayer de le lire sous l'angle de l'analyse des résistances. Pourquoi des personnes intelligentes ne comprennent pas? Yeah, I mean, you would have thought lessons in the United States from Prohibition era, which was eventually stopped, thank goodness, would have taught them something, but it doesn't seem to have done. Did that have the effect it wanted? No, it created a massive black market where organised crime thrived, where people were consuming illicitly made product. The exact same thing is happening with e-cigarettes. If you start denying adults things that they want, things that are important to them, things that stop them smoking, things that improve their health, make them feel better and so on, I'm sorry, you will get a black market will form to meet those needs. It just will. So I don't understand why governments considering that are not looking at where it's already been implemented and going, yeah, that probably is not going to work. We're still in the situation where vaping is competing with smoking. I mean, smoking rates in Europe on average are around 24%. So that's nearly one in four adults is a smoker, which is insane. So one of the things that we can do is make attractive alternatives to consumers who are currently consuming cigarettes. And if you make them less attractive by removing the flavours, by increasing the price, then don't be surprised if you end up with more smoking and a slower decline in that awful burden of cancer, heart, cardiovascular disease and respiratory illnesses. Une autre mesure très commune dans la lutte contre le tabagisme est d'augmenter le prix du tabac. En Europe, cette mesure est parfois controversée comme étant trop punitive et inefficace. Mais qu'en est-il vraiment? When you raise the price of cigarettes, there are some people who will quit or cut down, and they will benefit from a health point of view, and those benefits will be very substantial to them. En effet, ça incite plein de fumeurs à arrêter de fumer, qui disent, parce que c'est le dernier argument qui va leur permettre de prendre la décision. On sait très bien que plus on taxe la cigarette, et plus la consommation diminue. On l'a vu dans les pays qui ont changé de politique vis-à-vis de la taxation de la cigarette. Immédiatement, si l'on réduit les taxes sur le tabac, on voit remonter la consommation de la population. But there is also a population who carries on smoking, and that's a much larger population when you raise taxes, because not that many people quit. And for them, you're imposing an extremely punitive, regressive tax. Ça dissuade les jeunes de commencer. Mais ceux qui sont fumeurs et qui sont pauvres, ça les met dans la merde. Encore plus. I can still remember when I was a smoker, when my father was a smoker, going, oh, if they raise the price of cigarettes, I'm going to quit. Right? Same argument every single year. They never quit. So that argument doesn't work. Le problème, c'est que cette augmentation-là, elle est ridicule parce qu'elle va en effet gêner les gens et qu'elle sert à rien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas assez importante. Les économistes ont montré depuis très longtemps que pour diminuer le tabagisme de 10%, il faut augmenter le prix du tabac de 20%. Et que ce qui fonctionne pour réduire la consommation de tabac, c'est une augmentation franche, massive et régulière. On ne peut pas augmenter la taxation à l'infini. L'un des effets pervers, c'est la contrebande. The vast majority of people that are on low incomes are finding ways to get illicit tobacco where those duties are not being paid. So they are paying much lower prices than the government thinks they're paying. Un des déterminants est un déterminant social, c'est-à-dire qu'il y a un gradient social. Les personnes
cadres fortement éduqués, à haut niveau de revenus, ont beaucoup baissé, en France, j'entends, mais c'est vrai dans toute l'Europe, ont beaucoup baissé leur consommation de cigarettes, tandis que les ouvriers, les gens et les femmes ouvrières en particulier, moins hautes dans l'échelle sociale, ont plutôt eu tendance soit à augmenter récemment, soit à diminuer moins fortement que le reste de la population. Smoking is still the number one driver of health inequalities. It's still, even though smoking's fallen to a low level, it's still a really significant driver in the difference in mortality between rich and poor people. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'idée d'aller consulter un tabacologue, parce que c'est souvent en secteur 2, plus cher. Et puis c'est pas leur priorité. En fait, les gens qui sont pauvres, la consommation d'alcool ou de tabac, c'est ce qui les fait tenir, en fait. Donc c'est pas leur priorité de se soigner. Leur priorité, c'est de manger, d'offrir des cadeaux à Noël aux enfants. This is one of the most important characteristics of the tobacco tax policy. You raise the price of cigarettes using tax. Most of that tax burden falls on people who are from lower socioeconomic status or are disadvantaged in some other way. C'est un outil puissant, indéniable, efficace, mais qui est insuffisant et qui rencontre ses propres limites. En matière de lutte contre le tabac, une mesure, elle n'est jamais efficace seule. C'est un panel de mesures qui vont permettre, si elles arrivent ensemble et qu'elles sont coordonnées, là on voit bien que les précaires, il faut faire tout pour qu'ils n'achètent pas du tabac quand même, donc il faut aller cibler l'aide à l'arrêt du tabac, l'incitation, l'accompagnement vers ces populations-là. You cannot just raise the price of an addictive drug and then deny people the alternatives. You have to enthusiastically endorse the idea of responding to a tax increase by switching from smoking to vaping or smoking to pouches or smoking to heated products, smoking to snus or whatever. If you don't do that, I think it's a completely unethical policy because of the regressive effects on those who continue to smoke and continue to pay the tax burden. Tout ça, c'est beaucoup d'informations. Alors résumons. La nicotine est un stimulant très addictif, mais non cancérigène. Cette molécule n'est pas responsable des morts dues au tabagisme. C'est la combustion qui tue. L'effet passerelle, qui inciterait les jeunes vapoteurs à passer à la cigarette, n'a jamais été prouvé. Bannir les arômes dans la vape est une très très mauvaise idée qui ne fonctionne pas et qui pousserait de nombreux fumeurs européens à se retourner vers la clope. Et monter le prix du paquet de cigarettes continuellement est une mesure insuffisante qui fonctionne pour une faible partie de la population, certes, mais qui ponctionne le porte-monnaie d'une large majorité de fumeurs sans les sortir du tabagisme. Pourtant, avec un peu de recul, les chiffres du tabac en Europe sont en baisse. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes ? Smoking was trending down. Okay, that doesn't mean the demand for nicotine was trending down. Now, that's not to say that there shouldn't be any regulation, but I would focus regulation not on preventing people taking up vaping, which is what a lot of the stuff is about, flavor bans and all of that, warnings and everything. I would focus it on consumer protection and consumer confidence, not on creating deterrence. And this is one of the reasons why I'm kind of upset with the government at the moment when they're talking about excise taxes and making these products more expensive. Because all that's going to do is drive those smokers who are probably using illicit tobacco or roll-ups to save money away from a product that's much better for them because it's now more expensive. And that's exactly the mindset that is wrong in the European Union. Just a huge population problem with smoking, and yet regulators are now focused on making it more difficult to switch, less attractive to switch, more expensive to switch, and therefore there will be smaller number of people switching. Completely mad.